dis que la meilleure année de la carrière de Randy Orton, c'est 2009. Vous êtes d'accord ? Jamais l'ancien Legend Killer n'avait été aussi dangereux et habité par son personnage. C'était le prime de sa carrière, mais pourtant tout ça aurait pu très bien ne jamais arriver. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour vivre ou revivre ensemble cette période très spéciale dans l'histoire de la WWE. Vous découvrirez entre autres comment cette époque de sa carrière a été thérapeutique pour lui, comment il a été à l'origine du renvoi d'un de ses collègues, mais aussi les coulisses de la fameuse scène où Triple H l'avait attaqué à sa maison, et même le regard qu'il a dessus plus de 15 ans après. Aujourd'hui, on retourne en 2009 pour la quintessence de Randy Orton. Je pense que c'est un secret pour aucun des fidèles de la chaîne, je suis un fan absolu de Randy Orton et plus précisément de sa version de 2009, que je considère comme son âge d'or, mais sans l'ombre d'un doute, et je vais vous dire pourquoi, je pense que vous serez d'accord avec moi sous quelques minutes. Mais rappelons-nous déjà dans quel contexte cette année incroyable pour lui est arrivée. 2008 est loin d'être une mauvaise année pour Randy Orton, bien au contraire même. N'oublions pas que dès le début d'année, il était déjà champion WWE, il avait une feud qui était incroyable contre Jeff Hardy, vous savez, avec la fameuse Swanton Bomb du haut de l'échafaudage, qui a marqué bon nombre de fans de l'époque Catch Attack, évidemment. Bien sûr, on mentionnera qu'à WrestleMania, il avait conservé sa ceinture contre Triple H et John Cena dans un triple threat. D'ailleurs, très marrant de se dire que c'est ces deux hommes qui seront ses adversaires majeurs l'année suivante. Et bon, il avait fini par le perdre, ce titre. Et surtout, ce qui avait quand même caractérisé 2008 pour lui, c'est des blessures. Et surtout une en particulier, justement, dans sa tentative de reconquérir son titre contre Triple H qu'il avait gagné, il se blessera gravement à la clavicule au show One Night Stand 2008, ce qui lui vaudra quelques mois d'absence, quelques mois en dehors du ring, en sachant que ce trublion de Randy s'était à nouveau blessé dans un accident de moto, donc il n'a pas pu revenir tout de suite, en sachant que c'est à relever que courant 2008, il change déjà de theme song. Alors pour les fans de Randy Orton, c'était un détail important, puisque c'est le fameux theme song Voices qui deviendra iconique et qui sera la musique associée à son run de 2009. En sachant qu'avant, donc c'était pas celui-là. Il a évolué en cours de route, bien sûr, et donc au fil de 2008, on le voyait quand même de temps en temps, mais plus rarement quand il était blessé, bien sûr. Et surtout, à partir du moment où il était revenu en pleine forme, avec plus de tatouages qu'avant d'ailleurs, on avait un Randy Orton qui constituait la fameuse Legacy, mon clan préféré de l'histoire à la WWE, avec un certain Cody Rhodes, et oui, et Ted DiBiase Jr. Il y avait même Manu à l'époque, mais vous allez voir pourquoi lui il n'y est pas resté longtemps, c'est totalement lié à ce que pensait Randy Orton de lui. Bref, finalement, c'est comme s'il avait eu toute une période pour se réinventer et repartir à zéro et revenir bien frais pendant une partie de 2008, et que ça y est, en 2009, il allait en récolter tous les fruits. Et franchement, on peut vraiment le dire. D'ailleurs, ne négligeons pas non plus que sa carrière, elle était quand même déjà active. En tout cas, il était déjà là depuis plusieurs années. N'oublions pas que lui, il débute dans le roster principal en 2002, puis fait partie du clan Evolution avec, bien sûr, Triple H, Batista et Ric Flair, ce qui était évidemment tout le cœur de sa quête de vengeance en 2009, se venger de ce que Triple H lui avait fait à l'époque. Bon, lui étant, surtout à partir du moment où il avait été le plus jeune champion du monde poids lourd à SummerSlam 2004, étant vraiment très immature, ingérable et colérique ces années-là en coulisses. Tout ça va de pair évidemment avec une évolution humaine en parallèle, mais n'oublions pas non plus qu'il avait quand même eu un match contre l'Undertaker à WrestleMania en 2005, un triple threat contre Kurt Angle et Rey Mysterio à WrestleMania de 2006, donc c'est pas comme si c'était genre la grande éclosion de Randy Orton en 2009, il a quand même déjà fait pas mal de choses, mais en tout cas dans cette version-là de lui-même, bien plus mature, plus épanoui aussi, et surtout, on va en voir les raisons plus tard, on va dire dans la meilleure forme de sa vie, on va dire que 2009 était vraiment l'année où ça y est, il était clairement meilleur que jamais. Et je tiens évidemment à commencer par ce qui était la scène choquante de début 2009, le jour où il a fait le pun kick à Vince McMahon. Vous vous rendez compte ? Dans la lignée d'ailleurs de catcheurs qui ont eu des confrontations comme ça avec le grand patron. Alors il n'y en a pas énormément, en fin de compte. Le plus marquant c'est bien sûr Stone Cold Steve Austin, dans l'Attitude Era. Mais ça montrait que d'un coup, Randy Orton allait avoir un rôle très important en 2009.
Et tout ça se confirmera bien sûr au Royal Rumble qu'il gagnera. Ce qui sera le lancement de sa feud de tout le début d'année de 2009, évidemment, contre le champion Triple H. La grande revanche, sa soif de vengeance toutes ces années plus tard. En sachant que quelques mois avant, il avait déjà dégommé Batista avec un punt kick, ce qui était la prise dévastatrice de Randy toutes ces années-là. Enfin, surtout cette période-là. Quand quelqu'un se prenait le punt kick, tu le revoyais plus pendant longtemps. Et donc, on va dire le boss final en quelque sorte de sa quête, c'était Triple H. Et les segments qui allaient mener à leur match à WrestleMania étaient d'anthologie, bien sûr. Je pense notamment à l'invasion de la maison de Randy Orton par Triple H, le moment où il allait même le faire passer à travers la vitre, c'est vrai, avec une véritable agression de la part du Subway Ball Assassin qui voulait se venger de tout ce que Orton avait fait à sa famille. N'oublions pas que Orton avait embrassé Stephanie McMahon au moment où elle était dans les vapes, sous les yeux de Triple H qui était menotté à une corde du ring. D'ailleurs, n'oublions pas que cette fameuse scène où il embrasse Stephanie et où il fait preuve d'un sadisme absolu, tel une vipère complètement possédée, est, à ce jour, la vidéo de la WWE sur YouTube la plus vue, avec quand même plus de 320 millions de vues. C'est ce qui est complètement dingue. C'est aussi à noter que dans sa route vers WrestleMania 25, il avait aussi tatané Shane McMahon au show No Way Out, qui était dans la continuité de cette grande destruction de la famille McMahon et surtout de tous les proches possibles de Triple H. Et bon, le match en lui-même, c'est vrai que personnellement je l'avais trouvé un peu décevant, en grande partie à cause de sa stipulation. En fait, c'est évident que ce match-là, il fallait absolument quelque chose de très violent, quelque chose d'extrême, quelque chose de brutal à la hauteur de toute cette haine personnelle qu'il y avait entre eux depuis des mois, et en réalité des années dans le kayfabe. Et ça, on pouvait un peu rester sur notre faim. Et puis aussi, ce match avait le malheur d'être dans le main event d'un show où on avait eu déjà le plus grand match de tous les temps entre Shawn Michaels et l'Undertaker. Donc, c'est sûr que pas de bol pour eux. D'ailleurs, sachez que Orton et Triple H ont confié plus tard qu'ils se rendaient déjà compte le jour même du show que passer après Shawn Michaels et l'Undertaker, que ça allait comme condamner leur match. Bon, le match en tout cas c'était Triple H qui le gagnait. Bon, pas loin d'être le meilleur match. Et puis surtout Triple H qui conservait sa ceinture, en fin de compte, qui sauvait un peu l'honneur des McMahon. Mais bon, pas pour longtemps, puisque au Backlash de 2009, donc quelques semaines plus tard, dans un match par équipe où il y avait la Legacy contre Batista, Shane McMahon et Triple H, le titre était en jeu. Et Orton était enfin récompensé pour son incroyable, on va dire, contribution au show de la WWE depuis des mois à ce moment-là. Il était à un niveau extraordinaire, purement en termes d'implication, en termes de jeu d'acteur, de regard, de mimique, d'intensité. Ce n'était que justice pour moi qu'il soit champion ce jour-là. Un règne qui a déjà se caractérisé par une période de rivalité contre Batista, en sachant que avec un punt kick, il avait mis hors d'état de nuire pour un beau moment Triple H. Et donc on basculait sur Batista, ce qui pour moi est un peu le temps faible en 2009 de Randy Orton. Pas convaincu par leur alchimie, quand bien même ils faisaient tous les deux partie d'Evolution et que ça avait un sens. Je trouve que c'était pas folichon, ces matchs-là. Il y a celui de Judgment Day et celui d'Extreme Rules qui est dans un Steel Cage que Batista gagne. Mais bon, justement, il se fera complètement fracasser, le Batista. Et le titre sera vacant et Orton le récupérera dès le 15 juin. Dans un Fatal 4-Way où il y avait aussi John Cena et Triple H et le Big Show. Donc on comprend donc que Triple H était bel et bien de retour. Et ça allait se traduire par exemple au fameux Raw Trump, vous savez, le jour où Donald Trump, futur président des États-Unis à ce moment-là, avait été l'hôte d'un soir pour Monday Night Raw. Une édition un peu spéciale, qui était d'ailleurs géniale, où vous aviez un last man standing entre Randy Orton et Triple H, et tout ça mènera à ce qui était peut-être le summum de leur rivalité, en tout cas en 1 contre 1 de 2009, The Bash, où c'était carrément un 3 stages of hell. Stipulation que j'adore personnellement, en gros un 3 en 1, c'est le cas de le dire, que Randy Orton va gagner, et ensuite on a le fameux match à Night of Champions, Randy Orton contre John Cena et Triple H, qui était d'ailleurs le main event enfin non pas le main event, mais en tout cas une des affiches principales de WrestleMania l'année précédente. Un match que Orton va gagner et surtout qui va lui permettre de basculer vers son autre grand rival de 2009, évidemment John Cena. La feud ultime
de l'époque Catch Attack peut-être, hein, Cena contre Orton. Et un Orton qui à ce moment-là c'était encore plus, on va dire, fait aller encore plus loin, j'ai envie de dire, dans le côté complètement taré et psychopathe. On avait un Orton qui était quasiment chauve, hein, et encore moins de cheveux qu'avant, et surtout qui complétait parfaitement le côté super-héros, battant, résilient, persévérant de John Cena. Orton, lui, c'était on va dire l'ennemi idéal pour le leader de la C-Nation, et leur feud sera extraordinaire à mon humble avis, entre SummerSlam 2009 où Orton gagnera, puis le fameux I Quit match de Breaking Point où Cena était obligé de gagner, pour le coup en étant Monsieur Never Give Up, malgré toutes les tortures de Randy Orton à base de kendo, à base d'eau, à base de torture en tout genre. Cena finissait par le faire craquer, mais tout ça pour que Orton le récupère encore au show Hell in a Cell, dans un Hell in a Cell en octobre. Tout ça pour mener à ce qui est, en fin de compte, peut-être le point culminant de Randy Orton 2009, hein, puisqu'après, pour moi, je considère que plus rien ne sera pareil. Le fameux Iron Man match contre John Cena au show Bragging Rights. Rendez-vous compte, un match d'1 heure où tout était autorisé et où il fallait tout simplement obtenir le plus de tombées sur l'autre. Match que Cena gagnera 6-5. Bon, Cena gagne, c'est sûr, mais clairement Orton avait brillé, était incroyable ce jour-là, entre ce moment où il jouait avec les boutons des pyros et faisait presque tout sauter, et était vraiment plus habité que jamais. C'était incroyable pour moi, c'est le cas de le dire, c'était la quintessence du Orton psychopathe, du Orton au sommet de son art, et surtout que par la suite, il basculera sur une feud contre Kofi Kingston, qui était quand même largement en dessous, hein, quand bien même il y a eu quelques bons moments. On se rappelle aussi d'ailleurs de Randy qui hurle à Kofi « Stupid » quand Kofi avait gaffé. Et ça mènera par exemple à la team Kingston contre la team Orton à Survivor Series, et un match entre les deux hommes au show TLC fin 2009. Et tout ça qui, en fin de compte, amorcera le face turn à venir d'Orton, hélas, hein, à mon humble avis, parce que on le sait que pour WrestleMania 26, quelques mois plus tard, il est contre ses anciens collègues de la Legacy qui se sont retournés contre lui, un Orton qui est de plus en plus acclamé, on va dire, et qui clairement s'éloigne de plus en plus de son côté psychopathe et heel, qu'il retrouvera, alors dans une certaine mesure, à partir de 2013, même si les années d'avant, ça arrivait qu'il soit un peu twinner, hein, qu'il ait un peu des relents de folie, mais dans l'ensemble, jamais vraiment au même niveau de vice et d'intensité de 2009. Hein. On peut mentionner 2013, on peut quand même mentionner peut-être, 2020, notamment la fameuse feud contre Edge, mais pour moi, il n'a jamais été vraiment au même niveau et au même investissement, on va dire. Et c'est intéressant, parce que, croyez-moi, c'est très rare qu'on sache beaucoup de choses sur les coulisses de l'année 2009 de Randy Orton. Profitons-en pour quand même se plonger un peu dans ce qu'on sait de ce qui pour moi est la meilleure année de sa carrière. Quels sont les secrets du prime de Randy Orton ? Une question qu'on se pose évidemment quand on regarde Randy Orton en 2009, c'est comment il est passé à cette version-là, alors que les années d'avant, que ce soit mentalement ou physiquement, il avait rien à voir. On se souvient d'un Orton avec le visage bien plus gras, avec une coupe de cheveux différente, un Orton incontrôlable en coulisses, qui était réputé aussi bien pour son immaturité que ses pranks, que son comportement de tyran, même avec des catcheuses. Comment il est passé de ce catcheur qui semblait promis à un grand avenir, mais qui était en train de gâcher tout son potentiel, à un Orton meilleur que jamais en 2009. Déjà, on peut considérer que, comme on l'a dit tout à l'heure, les périodes d'absence en 2008 lui ont permis déjà de reposer, de prendre du recul, et surtout c'était un vrai combat face à lui-même, parce que sachez que les années précédentes, il était clairement drogué. Il a même déjà failli mourir d'une overdose s'il n'avait pas été sauvé par sa femme de l'époque, Samantha. Donc un Randy Orton qui, courant 2008 aussi, en devenant père pour la première fois, et en devant vraiment pleinement affronter ses démons, puisque au moment où il n'était plus sur la route avec la WWE à cause de ses blessures, la tentation de se prendre des antidouleurs, ou en tout cas de retomber dans la drogue était très, très grande, mais justement il avait réussi à vaincre ça en étant en grande partie motivé par le fait de vouloir être présent pour la jeunesse de sa fille, pour son enfance, être un père totalement présent, contrairement d'ailleurs au sien qui avait été absent pendant une grande partie de sa jeunesse
ne serait-ce que parce qu'il était catcheur et sur la route tout le temps. En tout cas, Orton avait clairement pris en maturité au moment où il est devenu père. Et sachez que, purement en termes de coulisses de toute cette époque-là, alors vous savez, le fameux segment où Orton se faisait attaquer par Triple H à son domicile. Or, on notera que Randy Orton, en réalité, c'était pas du tout sa vraie femme ce jour-là, hein. C'était pas donc la fameuse Samantha, mais c'était une certaine Laura Croft, qui était une ancienne mannequin de Playboy. Sachez aussi que cette maison n'était même pas sa vraie maison, c'était on va dire oui, une habitation que la WWE avait louée en Floride juste pour ce segment. Ça, donc, c'était de toute façon, en gros, l'intention de Randy Orton de ne pas mêler sa femme de l'époque on va dire, à la télévision. En gros, elle avait aucun désir d'être à l'écran. Sachez aussi que à toute cette époque-là, il avait parfois eu des promos avec Triple H qui brouillaient vraiment fiction et réalité, hein. Et d'ailleurs, on a pu apprendre par la suite, hein, même en voyant Triple H parler de Randy Orton en interview, que c'est ce que Triple H pensait vraiment, hein, vers les promos qu'ils avaient en 2008 et parfois en 2009 aussi, quand Triple H le critiquait sur le fait de ne pas, on va dire, exploiter son plein potentiel et d'être une énorme déception. Avec tout ça, c'était la vie bien réelle de la WWE. Hein. Sinon, on pourra aussi mentionner sur les coulisses de toute cette époque que c'est quand même à l'occasion de la feud contre Randy Orton que Triple H a été, on va dire, pleinement assumé comme étant le mari de Stephanie McMahon dans la vraie vie. Parce que sachez que dans le kayfabe, hein, si on se basait uniquement sur ce qu'on avait vu dans l'illusion du catch, ils étaient censés être divorcés, hein, mais bon, les fans le savaient bien qu'ils étaient mariés dans la vraie vie, et donc c'est la première fois que c'était vraiment utilisé dans une storyline à l'écran. Sachez que, comme on l'a dit tout à l'heure, Randy Orton a donc créé la Legacy. Il avait donc son propre clan, hein, en 2009 bien sûr, qui était génial, et qui l'a tiré vers le haut, puisqu'il était pleinement investi dans son rôle de mentor avec eux, avec Cody et Ted DiBiase. Mais sachez que le fameux Manu, à la base, il devait en faire partie, mais c'est Orton qui l'a comme enterré en coulisses, en parlant mal de lui aux officiels, parce que, tout simplement, il voulait pas l'avoir dans la Legacy, tout simplement. Et sachez que ça, c'est quelque chose que Manu avait mal pris. D'ailleurs, la sœur de Manu a même déjà critiqué Orton dans des interviews à cette époque-là. Sachez que Orton, de toute manière, quand quelqu'un ne lui plaisait pas, il ne se gênait pas pour le faire savoir, tout comme la fois en 2009 où Mr. Kennedy a eu le malheur d'être un peu, même un peu beaucoup, pas, on va dire, unsafe, comme on dit, avec Randy Orton pendant un match, lui causant on va dire, une chute sur la tête qui aurait pu être très dangereuse, ce qui mènera justement au licenciement dans la foulée de Mr. Kennedy, avec un Orton, avec quand même aussi un John Cena impliqué dans cette histoire, qui a usé de son influence pour le faire virer. Il a aussi pu prendre du recul des années plus tard sur toute cette période de 2009 qui était quand même assez mystérieuse. On avait très peu de nouvelles à l'époque sur comment était Randy Orton dans la vraie vie. Il y avait très peu d'informations qui fuitaient sur ça. Mais il a eu l'occasion en tout cas d'en parler et de dire qu'en 2009, finalement, lui qui, quelques années avant encore, était un démon en coulisses, hein, vraiment un démon dans le côté colérique, incontrôlable, complètement dingue, chaotique, autodestructeur aussi, que finalement, c'est comme si tout ça, il l'avait extériorisé dans son personnage dans le ring à partir de 2009, alors que c'est comme ça qu'il était en coulisses les années d'avant. Et c'est pour ça que ce rôle qu'il avait en 2009 était comme thérapeutique, hein. C'était une façon pour lui de canaliser ce qu'il avait en lui toutes les années précédentes et qu'il n'arrivait pas à gérer, on va dire, derrière les caméras. Et lui d'ailleurs, alors ça, très rare, profitons de cette phrase-là, c'est tellement rare que Randy Orton prenne du recul sur 2009, il a pu déclarer en 2025 qu'il se souvient qu'en 2009, alors je le cite, tout avait plus ou moins marché en tant que méchant, je me suis laissé aller et j'ai agi en étant un peu plus fou, même dans le langage corporel et tout ça, mais je pense que tout simplement en 2009, on m'a booké très fort. Je me rappelle que j'ai gagné le Rumble et que j'ai main eventé WrestleMania avec Triple H. J'ai fait cette scène où il était menotté, où j'ai fait mes choses avec Stephanie McMahon alors qu'il était qu'à quelques centimètres de moi. J'ai mis un punt kick dans la tronche de Vince. J'ai détruit toute la famille McMahon. J'avais l'air très fort
au moment de le faire, et il dit je pense que quand une compagnie s'investit à fond et va à fond derrière un personnage comme ça, un peu comme avec Roman Reigns, hein, c'est ce qu'il dit. Il dit oui, je crois que ça fait 11-12 ans qu'ils ont décidé que Roman Reigns était le gars, et quand la compagnie va à 100% derrière un de ses catcheurs, ils peuvent faire de ce gars une star. Et si c'est ce qu'ils veulent, alors ils l'obtiendront. Et pour une partie de 2009, c'était le cas avec moi. On m'a donné l'opportunité d'être le gars à l'époque, et j'ai fait un home run avec. En gros, il a pleinement capitalisé sur ça. Très intéressant en tout cas de voir que Orton considère qu'à cette époque, la fédération était vraiment pleinement à fond derrière lui, et ça se voit, c'est vrai qu'il était le MVP de 2009, hein, sans l'ombre d'un doute, le catcheur le plus important de la WWE à cette époque. Évidemment, en étant un heel, il a permis à John Cena de briller pendant toute la deuxième moitié de l'année, on va dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était clairement la meilleure année de sa carrière pour moi. J'y suis très attaché, et rien que pour toutes ces raisons, c'est bien évidemment dans la légende. Alors je vous pose la question, si cette version-là de Randy Orton, vous la considérez aussi comme la meilleure, quelles sont les scènes, les moments qui vous ont le plus marqué avec lui? N'hésitez pas à partager vos souvenirs de Randy Orton en 2009, et je vous dirai si, à mon humble avis, ils sont vraiment dans la légende ou pas. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages passionnants comme The Rock, cette playlist devrait vous plaire. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres secrets et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Jabroni.